Chers abonnés à ma page Facebook, je voudrais vous saluer, vous dire merci d'avoir répondu à ce premier numéro de notre rendez-vous dénommé Le droit dit quoi. Vous avez été très nombreux. Nous avons eu près de 480 préoccupations, 480 questions posées en l'espace d'une semaine. C'est tout simplement la preuve de ce que le droit est important pour tout un chacun. Nous voulons essayer à notre niveau, à notre humble niveau, par rapport à ce que nous faisons, qui est le droit, avocat que nous sommes, pour essayer de donner à nos concitoyens une culture juridique. Une culture juridique. Vous savez, du matin au soir, dans nos actions, tout est juridique. Il est important, avant d'espérer voir le triomphe du droit, de passer par ce qui apparaît comme le commencement. Il est important que ceux qui réclament l'application de la loi puissent connaître eux-mêmes leurs droits. C'est tout l'intérêt, c'est l'objet de ces émissions que nous voulons hebdomadaires pour répondre à vos préoccupations afin de nous éduquer, nous tous, à une culture juridique. Transformer la Côte d'Ivoire en un État véritablement de droit, État dans lequel les citoyens n'ignorent pas leurs droits. Nous l'espérons. Vous avez donc été nombreux à poser vos préoccupations. Ce sera discriminatoire. En l'espace de cette émission, nous ne pouvons pas traiter tous vos sujets. Nous avons choisi 3 sujets. Pas forcément que ce soit les meilleurs sujets, ce n'est pas en termes de qualité que nous l'avons choisi. Nous l'avons choisi par sensibilité et nous travaillons avec une équipe, et cette équipe a jugé utile de nous présenter donc ces 3 préoccupations. La première préoccupation, c'est une famille qui nous a adressé une lettre pour nous dire que leur père est décédé en 2005. Ils n'ont pas eu donc la possibilité d'établir un acte de décès. Le père a laissé plusieurs biens immobiliers. Et aujourd'hui, ils veulent céder l'un des biens et se trouvent confrontés à une situation. Alors ils posent la question, maître, le droit dit quoi? Alors, en ce qui concerne cette préoccupation, ce que nous pouvons dire, c'est que nous pouvons souligner 2 points qu'il va falloir résoudre. Il va falloir résoudre la première équation, c'est-à-dire déclarer régulièrement le décès de votre père. Cela va se faire par ce qu'on appelle un jugement supplétif. En droit, lorsque un acte devait être fait dans un délai donné, un délai déterminé, et que vous n'avez pas pu donc établir cet acte, la loi a prévu ce qu'on appelle les jugements supplétifs. En ce qui vous concerne, étant entendu que le décès de votre père n'a pas été déclaré dans le temps, c'est 15 jours en principe, ça il faut le savoir. Les naissances, c'est 3 mois. Lorsqu'il y a une naissance, lorsqu'un enfant naît, il faut déclarer cet enfant dans les 3 mois de sa naissance. Lorsqu'il y a un décès, il est important de déclarer ce décès dans les 15 jours. Ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. C'est très important. Nous allons, dans des émissions à venir, beaucoup insister sur ces choses-là. Alors, votre père est décédé en 2005. Nous sommes en 2020. Nous sommes largement au-delà du temps qui vous était imparti. Alors, vous n'avez pas d'autre choix que d'opter pour le jugement supplétif. Le jugement supplétif va s'établir par une juridiction, un tribunal. Ce tribunal-là, la compétence territoriale, c'est-à-dire la loi dit que le tribunal compétent, c'est le tribunal du lieu où l'acte aurait dû être dressé. Voilà. Vous dites que votre père est décédé au village, il va falloir identifier votre village et voir votre village indépendant en fait de quelle juridiction, de quel tribunal. Vous allez au tribunal, vous dites que vous voulez établir un jugement supplétif pour faire constater le décès de votre père, votre défunt père. Ils vont vous demander des documents à fournir et surtout vous allez appeler 2 témoins.
2 témoins qui vont venir, qui vont attester effectivement que votre père est décédé en tel lieu, à telle date, à telle heure. Enfin, des personnes qui connaissent parfaitement votre père et qui connaissent aussi parfaitement les conditions, les circonstances dans lesquelles il est décédé, est survenu donc le décès. Ça c'est très important, et il faut le savoir. Alors, après cet acte-là, ce qu'on appelle le jugement supplétif de décès, vous allez établir en ce qui vous concerne un autre acte, très important, puisque votre père est décédé, mais il est important que vous puissiez établir la relation qui existe entre vous et votre père, c'est-à-dire la parenté. Il faut l'établir. Et en l'état actuel de la législation en Côte d'Ivoire, c'est un jugement qui va établir donc la relation entre le decujus, c'est-à-dire la personne décédée, le decujus, la personne décédée, et les ayants droit. Vous allez donc partir au tribunal. Vous allez dire au juge que vous voulez établir donc cet acte qui est le jugement déterminant la qualité des héritiers. Vous retenez ça? Jugement déterminant la qualité des héritiers. Ça c'est très important. Vous allez verser au dossier tous les extraits de naissance des enfants. Si possible, le cas échéant, si même il y a des enfants qui sont décédés, il est important de mentionner leur nom. Parce qu'on a assisté à ce genre de cas, où pour établir un jugement de décès, on saute souvent, ou bien on nommait les enfants du défunt, mais les enfants décédés. Non, il faut mentionner que ce défunt a laissé des enfants, surtout les enfants qui sont décédés après, en ce qui vous concerne, le décès du père. Surtout. Et je sais pourquoi. Dans l'espace de ce temps, nous ne pouvons pas vraiment tout donner, mais il faut faire des déclarations exactes. N'oubliez pas. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on nous met surtout ce fait, mais les fausses déclarations au niveau du tribunal pour des actes authentiques de ce genre, c'est-à-dire du jugement, sont passibles de poursuite. Genre, il faut vraiment respecter la loi. C'est le sens de cette formation. Lorsque vous êtes témoin dans de telles affaires, il faut aller dire exactement ce que vous savez. Alors, une fois que vous aurez fini d'établir le jugement déterminant la qualité des héritiers du défunt, vous allez signifier ce jugement au parquet et vous allez attendre un mois passé, vous passez au niveau du greffe pour prendre ce qu'on appelle le certificat de non-appel. À partir de cet instant, vous êtes en droit d'utiliser partout où besoin est le jugement déterminant la qualité des héritiers. Et nous pensons qu'avec cet acte, vous pouvez donc vous adresser à un notaire pour qu'il puisse donc recueillir la vente éventuelle qui peut avoir lieu. Je tiens à le dire, c'est un notaire qui peut passer la vente. Un notaire. On ne fait pas de vente d'un bien immobilier par acte sous signe privé. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont acheter des biens immobiliers, des terrains, et qui vont prendre une feuille et qui écrivent « Je sous-signé, monsieur X reconnaît avoir vendu mon terrain ». Cet acte est nul. On ne fait pas de vente d'un terrain, d'un bien immobilier par, je vais dire, acte sous signe privé. C'est un notaire qui est habilité en Côte d'Ivoire à opérer de telles transactions en matière immobilière. Ça, ce sont des choses aussi que nous allons vous mettre à disposition, nous allons vous former. Parce qu'il y a trop de problèmes en Côte d'Ivoire par ignorance. On n'achète pas, on ne vend pas, on n'achète pas un bien immobilier par acte sous signe privé. Vous allez donc passer devant un notaire pour pouvoir vendre le bien que vous voulez vendre si les héritiers sont consentants. La deuxième préoccupation qui a été posée, que nous avons retenue dans le temps de cette émission, c'est un monsieur marié. Nous ne sommes pas juges, ça je tiens à le dire. Nous sommes des avocats, nous recevons tout le monde. Quelqu'un vient, il pose une préoccupation.
mon devoir, c'est de lui donner la solution en l'état actuel de la législation ivoirienne. Point barre, j'ai envie de dire. Alors, cette personne nous a adressé un courrier pour nous dire ceci. Je suis marié, j'ai eu un commerce adultérin avec une demoiselle. De ce commerce adultérin est né un enfant. Maître, je veux reconnaître cet enfant. Le droit dit quoi? Notre réponse que nous allons dire ici, c'est tout simplement que cette question est réglée par la loi. C'est la loi 2019-571 du 26 juin 2019. Cette loi, l'article 22, va régler la question que ce monsieur vient de nous poser. Cette question, la loi dit quoi? La loi dit simplement que la reconnaissance de ces enfants nés hors mariage. Nés hors mariage. Je n'aime pas trop le thème. Je n'aime pas trop le thème, mais c'est un thème consacré. Je l'ai trouvé lorsque je faisais ma formation de droit. Alors, je l'ai jusqu'à aujourd'hui. C'est les enfants adultérins. Voilà, les enfants adultérins. Donc, la reconnaissance d'un enfant né hors mariage, l'enfant adultérin, cette reconnaissance va se faire comment? La nouvelle loi prescrit que l'information préalable soit donnée à l'épouse du projet de reconnaissance. Ça, c'est important. L'ancienne loi, la loi de 64, la loi qui avait cours jusqu'à la nouvelle loi, prévoyait plutôt le consentement de l'épouse qui avait été trompée. C'est-à-dire que tant que l'épouse ne donnait pas son autorisation, son accord, son consentement, qui était donc mentionné en marge de l'acte d'état civil, constatant donc la naissance de cet enfant, la reconnaissance n'était pas valable. Voilà ce qui avait cours jusque-là. Alors, certainement, ne me dites pas pourquoi est-ce que le législateur a fait ça, je n'en sais rien, mais le législateur a trouvé utile que nous puissions passer à un autre régime. Nous ne sommes plus dans le régime où l'épouse devrait donc donner son consentement préalable, mais nous sommes aujourd'hui dans le régime où l'épouse doit être préalablement informée. Voilà. Alors, l'information qu'on doit donner à l'épouse, c'est que l'épouse doit recevoir cette information par un acte d'un commissaire de justice, ce qu'on appelait jusque-là les huissiers de justice. Donc l'huissier de justice doit venir, je ne sais pas comment est-ce qu'il va s'y prendre, mais en tout cas, il sera mandaté pour accomplir son ministère. Il va venir donner cette information chaude à l'épouse pour lui dire, Madame, voici un acte, votre mari a eu un enfant dehors, il veut reconnaître cet enfant, c'est très important, il veut reconnaître cet enfant. Projet de reconnaissance doit être mentionné dans l'acte. D'abord que vous avez eu l'enfant, ça c'est un premier point. Deuxième point, projet de reconnaissance, c'est préalable, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et puis, on vous donne une information. Alors, le commissaire de justice va mentionner ses diligences. Voilà. S'il a été bien reçu par la dame, si elle en a pris acte, il va mentionner. Si elle a reçu l'acte, si elle ne l'a pas reçu, il va en tout cas mentionner ses diligences sur l'acte. Et c'est avec cet acte-là qu'on va aller faire maintenant la reconnaissance de cet enfant né hors mariage. C'est très important, pourquoi? C'est un acte préalable. Ce n'est pas un acte qu'il faut faire après coup. Alors, si cet enfant est né, par exemple, je vais dire le 10 octobre 2020, c'est un exemple que je donne, le 10 octobre 2020, l'exploit que vous avez, l'exploit qui va donner l'information à l'épouse, doit être un exploit préalable à l'établissement de l'acte donc de naissance, l'extrait d'acte de naissance. C'est très important, n'oubliez pas. C'est-à-dire l'exploit qui va informer l'épouse doit être daté de telle sorte que l'établissement de l'acte
de naissance soit postérieure, soit après l'information donnée à l'épouse. Vous ne pouvez pas établir un acte portant une date antérieure à l'exploit qui informe votre épouse. Voilà donc l'information que je voudrais donner à cet abonné de ma page. Bon, ce n'est pas à moi de vous demander d'être fidèle. Ce n'est pas pour cela que l'émission existe. J'ai une autre page pour ça, mais pour l'instant, voici la réponse donc, que nous pouvons donner à l'état actuel de notre droit. La troisième préoccupation et la dernière dans le cours donc, de notre émission, c'est un monsieur qui nous a écrit. Il nous a dit qu'en 2018, cher maître, j'ai été victime d'un abus de confiance portant sur la somme de 22 millions de francs CFA. J'ai saisi un commissariat, il nous a dit la référence du commissariat, nous n'avons pas besoin de mentionner ici, ce n'est pas important. Alors, il nous a dit que nous avons donc, saisi le commissariat et le délinquant, j'ajouterai délinquant présumé, parce que vous ne pouvez pas dire le délinquant comme ça, il faut toujours dire présumé, c'est-à-dire que tant qu'un tribunal n'a pas encore jugé une personne, condamné la personne de façon définitive, vous ne pouvez pas allier cette personne à la commission de cette infraction. Il faut toujours mettre présumé. Donc le délinquant présumé, donc l'auteur présumé de l'abus de confiance, a été arrêté, conduit au commissariat et ses parents ont commencé des tractations. Ils sont venus, ils ont fait une offre selon laquelle ils disaient nous allons vous verser les 50% de ce qu'il vous doit, soit 11 millions, et puis les 11 autres millions restants vont être payés dans les 3 mois qui suivent. Il a accepté. Et puis, 3 mois après, rien du tout. Aucune promesse tenue, jusqu'à ce jour où il nous écrit, la personne qui est sortie donc, du commissariat n'a pas versé un centime. Il va voir le commissaire et le commissaire lui aurait dit que le fait d'avoir perçu la somme de 11 millions de la part du délinquant présumé avait eu pour conséquence de transformer l'infraction d'abus de confiance, infraction donc alléguée d'abus de confiance, en affaire civile. Il nous écrit pour nous dire, maître, le droit dit quoi? Quelle est notre position vis-à-vis de cette préoccupation? Nous disons simplement que la position du commissaire, position alléguée du commissaire, on nous écrit, donc nous pensons que ce que le monsieur écrit est exact. Donc la position du commissaire n'est pas partagée par nous. Pourquoi? Nous sommes en matière pénale. En matière pénale, vous avez donc l'infraction. Le détenteur, c'est-à-dire la partie principale qui poursuit, qui est chargée de poursuivre les infractions dans une société organisée, comme la nôtre, société de type romano-germanique, nous tenons cela de la France, c'est le procureur de la République qui est le détenteur, j'ai envie de dire la partie principale de la poursuite de l'action publique. La partie civile a certainement des droits, celle qui pense avoir subi un dommage. Celle qui pense avoir subi un dommage du fait de l'infraction, du fait de l'abus de confiance. Donc, le monsieur vous a donc trompé, il a abusé de votre confiance, vous en avez été victime, vous avez perdu 22 millions, vous êtes victime. Vous êtes une victime de l'infraction d'abus de confiance. Vous avez des droits, mais ces droits-là ne concernent que votre action civile pour avoir le dédommagement, la réparation du préjudice subi. En ce qui concerne l'action publique du procureur, ce sera l'action en vue de l'application de la peine. Vous, votre action, ce sera une action en vue de la réparation du préjudice subi. Alors, ces deux actions distinctes. L'action civile existe et est indépendante de l'action publique.
Ce n'est pas parce que j'ai soit retiré ma plainte. Bien sûr, il y a des matières dans lesquelles, si vous retirez votre plainte, l'action publique va s'arrêter. Et d'ailleurs, même, l'action publique ne peut même pas se faire si vous ne portez pas plainte. C'est par exemple en matière d'adultère. En matière d'adultère, si la victime supposée, la victime alléguée de l'adultère ne porte pas une plainte, le procureur ne peut pas s'auto-saisir. C'est la même chose aussi en matière de diffamation. Celui qui se sent diffamé, c'est cette personne-là qui porte la plainte. Alors, en dehors de ces cas, ce n'est pas parce qu'une personne retire la plainte, parce qu'on entend souvent cela, ils ont retiré la plainte. Ce n'est pas parce que vous retirez votre plainte que l'action publique s'arrête. De la même façon, ce n'est pas parce que vous avez accepté une partie des fonds qu'on vous doit, du fait donc de cette infraction que vous poursuivez, ce n'est pas le fait de percevoir une partie de ces fonds-là qui va avoir pour conséquence de transformer l'infraction poursuivie en une affaire civile. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune référence, je veux dire, juridique en la matière. Nous allons dans le cours de cette formation, dans le cours de cette émission, parler à un moment donné de ce qu'on appelle la transaction en matière pénale. Mais nous n'en sommes pas là aujourd'hui. En ce qui concerne ce monsieur, le fait d'avoir perçu 11 millions sur 22 millions, du fait d'un abus de confiance, ne peut pas avoir pour conséquence de transformer la dite infraction en affaire civile. Ce n'est pas un argument tenable en droit. Ce que nous allons conseiller simplement à notre abonné, c'est d'adresser une plainte au procureur. Et nous le rassurons, il ne court pas de risque, étant entendu qu'il nous a mentionné que l'abus de confiance a eu lieu en 2018, c'est-à-dire il y a 2 ans donc, de cela. Alors si l'abus de confiance avait eu lieu, je vais dire 3 ans, 4 ans avant, alors il courait le risque de ce qu'on appelle la prescription. C'est-à-dire c'est un temps qui sépare la commission, la date de la commission d'une infraction et le moment où vous agissez. Donc ce délai-là, en matière de délit, comme en matière d'escroquerie, en matière d'abus de confiance, c'est de 3 ans. Si une personne vous escroque, si une personne abuse de votre confiance, vous avez 3 ans pour agir. Si vous attendez au-delà de 3 ans, votre action peut être déclarée irrecevable, tout simplement parce que vous avez, c'est une action prescrite. Une action prescrite, on dirait. Voilà. Alors, vous ne courez pas ce risque, vous qui avez écrit, parce que l'action a eu lieu en 2018, on nous avait dit. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, donc ça fait 2 ans. Vous écrivez au procureur. Le procureur, au vu des éléments que vous allez verser au dossier, pour montrer que vous avez effectivement été abusé par cette personne, va donner une suite en saisissant une unité de police ou une unité de gendarmerie pour mener des enquêtes approfondies. Et si les faits sont établis, les faits de participation à ce délit d'abus de confiance, cette personne sera appréhendée, conduite donc au parquet pour que une suite soit donnée à cette affaire. Voilà la réponse que nous pouvons vous donner. Votre affaire n'est pas perdue. Vous pouvez donc vous tranquilliser. Le fait d'avoir perçu 11 millions n'a pas eu pour conséquence de transformer l'infraction en une affaire civile. Il faut écrire au procureur pour une suite à donner. Ou approcher un avocat. Il y en a, nous sommes près de 700 et quelques avocats. Vous pouvez approcher un avocat pour vous encadrer. Voici les préoccupations que vous avez posées et voici les réponses que nous avons pu vous donner. Nous allons malheureusement arrêter cette émission. Les bonnes choses ne durent pas. Je n'ai pas envie de vous quitter, certainement vous aussi. Faites partager cette page, partagez, likez. Vraiment, nous voulons atteindre une large part de la société ivoirienne, pas pour nous faire connaître, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous mourons d'envie d'avoir une société où chaque citoyen maîtrise ses droits, ses privilèges. C'est très important. Pour construire un état de droit, il est important que les citoyens puissent connaître leurs droits. Partagez, faites aimer cette page, abonnez-vous,
à la page. Et puis, je suis sûr d'une chose, la Côte d'Ivoire nouvelle est en marche. Les Ivoiriens vont avoir une maîtrise de leurs droits, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. C'est ce pays de droit que nous voulons construire. D'ici là, votre serviteur vous aime. À bientôt.